Et voilà donc pour le sommaire complet jusqu'à 22 h. Je vous lisais, l'Union européenne a les yeux rivés ce soir sur l'Italie. Plus de 50 millions de personnes sont appelées aux urnes pour désigner le nouveau Parlement. On va échanger très largement avec mes invités sur le plateau dans un instant. Avant cela, on prend la direction de Rome où on retrouve l'envoyé spécial de BFM TV, Dominique Marie. Pourquoi cet intérêt ? Eh bien parce que ce scrutin devrait voir une forte percée de l'extrême droite. Oui, ici, extrême droite se dit Meloni, Giorgia Meloni, c'est la candidate du parti Fratelli d'Italia, Frères d'Italie, qui s'est d'ailleurs mis en scène tout à l'heure sur les réseaux sociaux. On l'aperçoit, c'est une vidéo très courte, hein. On ne parle pas vraiment, mais on l'aperçoit avec deux gros melons face à elle, parce que melon au pluriel en italien se dit justement Meloni, et c'est évidemment un dernier clin d'œil envoyé aux électeurs avant la clôture et la fermeture des bureaux de vote. Et c'est vrai que son parti a le vent en poupe, hein. Dans les derniers sondages, il était donné aux environs de 25%. Et avec le jeu de cette coalition, puisqu'elle est associée à deux autres partis de droite, la droite de Berlusconi, Forza Italia, et puis la Ligue du Nord de Matteo Salvini, ce qui ferait que selon ces mêmes sondages, eh bien, cette coalition pourrait arriver à 45% des voix, une large majorité suffisante en tout cas pour envoyer effectivement la droite à la présidence du Conseil italien. Et dans la mesure où c'est le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia qui arriverait en tête, on verra évidemment ce que diront les électeurs tout à l'heure, mais si effectivement c'est Giorgia Meloni qui arrive en tête, eh bien c'est elle qui, selon toute logique, devrait devenir la première présidente du Conseil italien. Une première, hein, parce que ce serait une femme, une première aussi, parce que ce serait quelqu'un issu de la classe politique qui aurait passé toute sa jeunesse à militer dans des partis néofascistes qui rêvaient en tout cas de cette nostalgie en tout cas pour l'ère Mussolini. Voilà donc pour les sondages. Sachez qu'il y a aussi beaucoup d'Italiens qui ne vont pas prendre part au vote, hein. On a vu la participation tout à l'heure, seulement 50% à 19 h, c'est 8 points de moins. Il y a beaucoup d'Italiens effectivement qui se sentent désabusés, hein, par la politique italienne. Je reviens vers vous dans un instant. Dominique Marie, mes invités, comme chaque dimanche sur le plateau, Mickaël Darmon, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste politique I24 News, William Tay, bonsoir. Bonsoir. Président du groupe de réflexion, Le Millénaire. Et à distance, Erwan Lecoeur, bonsoir. Merci également d'être avec nous, politologue, spécialiste du populisme et de l'extrême droite française. Première question à vous, William Tay, parce que au Millénaire, vous avez publié un rapport et la question sur laquelle vous avez trouvé, c'est comment on explique qu'il y a 4 ans, c'était 4%, et qu'aujourd'hui, on est dans les sondages à 25 et avec cette coalition droite-extrême droite à 45. Il y a des raisons extérieures et des raisons intérieures à Giorgia Meloni. Les raisons extérieures, c'est que les indicateurs économiques de l'Italie sont dans le rouge, dans la mesure où les Italiens, le PIB par habitant en Italie a baissé de plus de 10% entre 2000 et maintenant. C'est-à-dire que le niveau de vie a baissé de 10% et chaque Italien gagne 10% de moins qu'au début des années 2000. Le deuxième point, c'est la crise migratoire qu'a subie l'Italie. C'est-à-dire qu'entre 2000 et maintenant, le nombre d'étrangers a été multiplié par 5. Et cet élément, notamment, les Italiens reprochent à l'Union européenne de les avoir laissé tomber, notamment Angela Merkel à propos de la crise migratoire et les institutions européennes de ne pas avoir développé les protections des frontières. Le troisième élément extérieur, c'est la situation de la classe politique. En fait, depuis le début des années 2000, et notamment à partir des années 2010, les extrêmes sont montés, à l'époque le mouvement 5 étoiles mené par Luigi Di Maio et la Lega de Matteo Salvini, et ces extrêmes-là se sont compromis en participant au gouvernement d'union nationale mettant Mario Draghi en place, et les Italiens ont dit tous dans le même sac, et donc du coup la Lega de Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles ont baissé dans les intentions de vote, et c'est Giorgia Meloni qu'on a profité. Après, il y a des raisons qui sont personnelles à Giorgia Meloni. Il y a 2 points précis, son programme et son incarnation personnelle auquel on ne parle pas souvent. En fait, elle vient des quartiers populaires de Rome et en fait, elle dit aux Italiens, notamment des abusés qui votent principalement pour les extrêmes, dit « Je suis comme vous et à la différence de Matteo Salvini et de Luigi Di Maio, moi je ne vous trahirai pas et moi j'affronterai l'Union européenne et les élites qui vous ont tant trahi et qui sont considérés un peu une partie corrompue, notamment avec les scandales qu'il y a eu en Italie dans les années 90 et 2000. » Et on verra que même si elle est très opposée à l'Union européenne, elle aura sans doute besoin de quelques sommes extrêmement importantes pour sa politique. Erwan Lecoeur, crise ou instabilité politique, crise économique ou difficulté économique et question autour de l'immigration. C'est à chaque fois cette espèce de cocktail qui permet à l'extrême droite de progresser. Est-ce que c'est votre analyse ? Oui, sans aucun doute. Et ça, depuis les années 80 maintenant, dans plusieurs pays d'Europe. On l'a vu en Autriche, on l'a vu aux Pays-Bas, on l'a vu récemment en Suède, on l'a vu bien entendu en France également, même en Allemagne et même en Espagne. Bien entendu, on le voit en Hongrie depuis très longtemps, en Pologne. Je dirais que ces mouvements populistes, nationalistes et populistes, que l'on appelle l'extrême droite, en l'occurrence, il s'agit bel et bien d'un parti issu de l'extrême droite et même du post-fascisme, terme qui a été inventé parce que le fascisme est interdit en Italie. On ne pouvait pas créer un parti fasciste à partir de 1946, donc on a inventé un terme, le MSI italien, dans lequel a milité Madame Meloni, est d'abord l'inventeur de la flamme, que l'on retrouve dans le Front National de 1972, et cette flamme
est censé être la flamme qui brûle encore au-dessus du catafalque, la tombe donc de Mussolini. Donc il y a là bel et bien d'abord un retour à l'histoire ancienne, l'histoire des années 20 dans notre continent. Il y a aussi un reflux très fort de ce qui a fait les démocraties européennes de l'après-guerre. Et on voit bien que les partis de gauche comme les partis de droite se sont effondrés dans tous ces partis et qu'ils ils laissent la place à des partis nationalistes et populistes dans beaucoup d'endroits et souvent à des partis populistes. On a parlé du mouvement 5 étoiles en Italie qui a un peu pavé le terrain également à la Ligue d'abord et puis à Meloni aujourd'hui. Et avant tout cela, je le rappelle quand même, l'Italie nous avait habitués à tout cela parce que je dirais que l'extrême droite était déjà au pouvoir en coalition avec Berlusconi dès les années 90. Avec des coalitions, effectivement. Pourquoi c'est possible aujourd'hui, Michael, selon vous ? C'est possible avec Giorgia Meloni aussi parce que, au-delà de toutes les raisons qui ont été avancées maintenant et qui évidemment sont justes, il y a aussi une construction politique qui est bien différente d'ailleurs de celle que l'on connaît en France, qui est le fait qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a plus de tabou depuis bien longtemps sur ce qu'on appelle l'union des droites. Puisque évidemment, justement, on sait que Giorgia Meloni, qui a grandi et que politiquement dans les milieux donc post-fascistes, avec la nostalgie de Mussolini, a grandi aussi dans le sillage de Gianfranco Fini, qui lui avait créé le MSI, qui était un parti effectivement d'essence et d'inspiration mussolinienne, mais qui avait décidé justement d'abandonner. Puis de créer dériver vers une droite plus classique ou plus de dédiaboliser, de créer un parti SAS, l'Alliance nationale, puis ensuite de pouvoir s'élargir pour aller au pouvoir. Et ce débat qui existe en France, que l'on connaît beaucoup sur faut-il ou pas qu'il y ait une union de toutes les droites, voire des droites extrêmes ou extrême droite, n'existe pas en Italie de fait et lui permet d'avancer. La deuxième raison, elle est beaucoup plus conjoncturelle et liée à la campagne aussi de Giorgia Meloni et sa possibilité de pouvoir aussi prendre le pouvoir, c'est que depuis plusieurs jours, les milieux économiques lui ont donné le feu vert. Elle a réussi à les rassurer parce qu'elle a dit que justement vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de ce qu'on appelle le business, elle n'aurait pas de velléité ou d'approche en tout cas vindicative. En revanche, elle leur a dit je m'intéresserai surtout aux questions sociétales. Les droits des minorités, les immigrés, laissez-moi tranquille avec ça. Le business, je vais laisser tranquille. Et il y a eu le feu vert des milieux économiques, ce qui est évidemment fondamental pour ensuite décrocher le pouvoir. Ce qui ressemble d'ailleurs à un retournement de veste vis-à-vis de l'Europe. On va en parler dans un instant. Ça, Dominique Marie, une question, vous qui êtes aux côtés des Italiens depuis que vous êtes arrivé à Rome, qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qu'ils ressentent du programme de Giorgia Meloni ? La plupart des Italiens, même qui se disent antifascistes, ne jugent pas très sévèrement le programme de Giorgia Meloni. C'est vrai qu'il n'y a rien de particulièrement choquant dans son programme. Par exemple, elle parle de la famille, c'est vrai. Alors elle veut changer un petit peu le système des impôts pour promettre, un peu comme en France d'ailleurs, des parts pour les gens qui ont des enfants. Il y a un vrai problème de natalité en Italie, promettre des primes aussi également. Alors les féministes vous diront, bien sûr, mais ça c'est le retour de la femme au foyer, mais c'est pas ce qu'elle nous dit. Giorgia Meloni, c'est beaucoup plus subtil, vous l'imaginez. Et puis même concernant l'immigration, par exemple, là aussi, elle ne promet pas de fermer manu militari les frontières de l'Italie et de renvoyer les migrants qui arriveraient à Lampedusa ou ailleurs dans leur barque. Pas du tout. Elle veut s'arranger notamment avec l'Europe pour trouver de meilleures solutions, une meilleure discussion et puis installer des bureaux directement sur l'autre rive de la Méditerranée, en Libye, on le suppose, pour gérer là-bas directement sur place les demandes d'asile. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est ces Italiens qui se sentent vraiment désabusés par cette classe politique italienne vraiment lassée, qui vont d'ailleurs, pour une partie d'entre eux, on le voit d'ailleurs avec le taux de participation qui est seulement de 50%, vont pas prendre part au vote. Des Italiens qui disent on a tout essayé, on a essayé les populistes récemment, le mouvement 5 étoiles, mais voyez, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Mais au moins Meloni, d'une certaine manière, elle a toujours été dans l'opposition, en tout cas ces dernières années, avec son nouveau parti Fratelli d'Italia. Donc elle est neuve, au moins on peut pas dire que elle n'a pas tenu ses promesses, on va l'essayer, elle apparaît finalement comme une sorte de figure providentielle. Dominique, vous évoquiez les 50% de participation parce que les bureaux de vote ferment plus tard en Italie qu'en France, 23h, ce qui fait qu'on aura évidemment les résultats sur la participation et les résultats tout court beaucoup plus tard. Michael, vous vouliez rajouter quelque chose et William Tej. Prolonger effectivement ce qui a été dit à l'instant, c'est vrai qu'elle respecte le jeu démocratique, c'est absolument incontestable, mais il est vrai aussi que son parti reste quand même structurellement autoritaire, ethnocentriste et même identitaire. Figurez-vous que pour vis-à-vis de la France, elle reproche aux Français d'avoir choisi comme symbole national la Tour Eiffel
qu'elle surnomme un amas de ferraille plutôt que Notre-Dame. Elle a fait effectivement fureur il y a quelques années avec un slogan en disant « Je suis une femme, je suis mère, je suis chrétienne ». Et de ce point de vue-là, elle se rapproche aussi en Europe des partis illibéraux, des régimes illibéraux, notamment son modèle hongrois, Viktor Orban. Donc c'est l'Italie, deuxième quand même partenaire de la France, pays très important en Europe, qui basculerait et où s'apprêterait à basculer effectivement du côté d'un régime illibéral assumé. On est quand même ce soir face devant un séisme européen. William T, je voudrais quand même qu'on parle gros sous, parce que le plan de relance avec l'aide de l'Union européenne, c'est 191 milliards d'euros. Il en reste 131 que doit toucher l'Italie. C'est aussi pour ça que Giorgia Meloni est obligée d'oublier ses velléités ou ses critiques vis-à-vis de l'Union européenne, parce qu'elle a besoin de ça pour après le redistribuer plus ou moins bien, évidemment, vers les Italiens. En fait, Giorgia Meloni, elle est quand même différente de la coalition qu'on avait eue précédemment, menée par Conte à l'époque, comme elle est Luigi Di Maio et Matteo Salvini, qui étaient ouvertement hostiles à l'Union européenne et qui avaient affronté la Commission européenne par l'adoption du budget italien. Là, Giorgia Meloni, ce qu'elle veut faire plutôt, c'est qu'elle s'est adoucie, ce qu'on appelle en France avec la tactique de Marine Le Pen, normalisée, pour essayer de négocier avec l'Union européenne, dédiaboliser ou normaliser. Et en fait, elle veut négocier l'utilisation du plan de relance pour le rediriger plutôt aux Italiens pour faire ce qu'on appelle une politique de l'offre et une politique de soutien à la demande. La question qui se pose notamment au niveau de l'Union européenne, avec ce qui s'est passé en Suède, avec probablement ce qui va se passer en Italie, c'est est-ce que ça marque la fin de l'Europe allemande? Et les conséquences pour nous, Français, c'est est-ce que Emmanuel Macron va rester sur un couple classique franco-allemand, alors que le poids de l'Allemagne est en train de décroître en Europe centrale, dans l'Europe du Nord, notamment avec l'échec de la Suède, ou est-ce que Emmanuel Macron, sur certains sujets, va pouvoir négocier avec Giorgia Meloni, notamment sur la question de la réforme de Schengen, sur la question des règles de stabilité budgétaire de l'Union européenne, et sur un ensemble de sujets. Si Giorgia Meloni et Emmanuel Macron sont totalement différents en termes de ligne politique, il y a des points communs dans la mesure où la France et l'Italie souffrent de mêmes déficits structurels vis-à-vis de l'Union européenne et que depuis des années, notamment à l'époque de Sarkozy, puis ensuite de François Hollande et désormais d'Emmanuel Macron, on a des lignes communes qu'on partage avec Meloni et sur lesquelles on peut se mettre d'accord pour notamment affronter Olaf Scholz et la Commission européenne qu'on peut négocier. Oui, parce que ce sont quand même deux pragmatiques qui peuvent aussi décider de mettre de côté tout ce qui fâche et se réorienter, se focaliser sur ce qui rapproche les deux pays, leurs intérêts communs, et puis également ce traité d'amitié franco-italien, le traité de Quirinal, qui lui justement structure l'amitié franco-italienne. Elle interpelle effectivement le président de la République, mais va interpeller la droite et elle va interpeller Marine Le Pen. C'est-à-dire que la question à partir de maintenant, c'est si effectivement Giorgia Meloni arrive au pouvoir, est-ce qu'elle est la bande-annonce entre guillemets de Marine Le Pen? Est-ce que Marine Le Pen va être amenée en permanence à se référer à cette dirigeante et qui ne sera pas n'importe laquelle? D'autant plus qu'on sait très bien qu'au fond, Giorgia Meloni, durant la campagne présidentielle, elle n'a pas envoyé de message de soutien à Marine Le Pen en 2022 et elle est plutôt sur les lignes d'Éric Zemmour. Donc elle va aussi interpeller Éric Zemmour. Donc on voit bien comment cette élection, si elle s'avère ce soir dans les urnes, peut changer considérablement beaucoup de lignes. Ce sera ma dernière question pour vous, Erwan Lecœur. Ce modèle italien est-il duplicable en France ou ailleurs en Europe? Oui, d'une certaine façon, ce qui se passe en Italie va avoir une influence en France, bien sûr, dans les pays latins. On vient de le dire, ça vient d'être dit sur l'Union européenne, et notamment, si on pense à la France, bien entendu, ça va ouvrir la possibilité de l'élection d'une femme à la tête d'un pays comme l'Italie et donc comme la France. Et donc ça va crédibiliser bien entendu Marine Le Pen, même si, vous l'avez noté, ce n'est pas la même ligne exactement. Mélanie est ultra conservatrice, elle est très chrétienne, très catholique, elle le revendique, donc elle serait plutôt sur la ligne d'une Marion Maréchal, elle est très à droite, elle va plus loin que Marine Le Pen sur un certain nombre de sujets qui pourraient apparaître beaucoup plus populaires finalement, même si d'une certaine façon l'une est d'extraction populaire, l'autre pas du tout, elles se sont croisées au milieu du chemin. Aujourd'hui, Marine Le Pen fait voter plutôt les classes populaires pour elle. Mélanie fait plutôt voter les gens qui sont chrétiens, qui veulent d'une certaine façon de l'ordre, je dirais presque réactionnaire, comme le propose un certain Éric Zemmour et comme le propose la nièce de Marine Le Pen. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, oui, ce qui est en train de se passer en Italie, ce qui se passe en Suède, ce qui se passe en Autriche, depuis des années, on en parle peu, mais l'extrême droite est en partie en coalition au pouvoir, ce qui se passe bien entendu dans l'Est de l'Europe et que M. Poutine pousse fortement, Mélanie, elle est plutôt soutenue par les proches de Trump, bien entendu, notamment Steve Bannon, que l'on voit régulièrement à ses côtés, c'est la révolution conservatrice. Et c'est l'aboutissement de cette grande révolution conservatrice qui, depuis les années 70, est financée soit par les États-Unis et les sectes protestantes notamment, soit par
Poutine, notamment pour l'Est de l'Europe, pour affaiblir l'Union européenne. Et donc, ça embraye le pas, je dirais, pour un certain nombre de leaders très conservateurs ou très populistes et très nationalistes, un peu partout ailleurs dans l'Europe, bien entendu. Merci beaucoup, Erwan Lecoeur, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, William Tay. Merci, Mickaël. On se retrouve dimanche prochain, évidemment.